Merci d'être avec nous, Ahmed Lawedge. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, membre du groupe RDSE ici au Sénat, membre du Parti radical de gauche. On va évidemment parler de ces législatives. Emmanuel Macron ratatine la démocratie, c'est ce que dit Gérard Larcher. Vous diriez la même chose? Écoutez, il a pris une décision qui lui était... qu'il a prise et qu'il a fait en sorte... il a écouté les Français et les Français ont voté aux européennes et donc il a dit... Aujourd'hui, on ne peut pas gouverner de cette manière, donc on va aux élections législatives. Donc c'est un choix, il a le droit. Donc maintenant, il faut passer à une étape suivante, c'est-à-dire que mobiliser. Et c'est pour ça que moi, dès le lendemain, j'ai fait un communiqué de presse pour expliquer que je serai dans mon département derrière les députés sortants du nouveau Front populaire. Et donc, je l'ai affirmé. Et donc, aujourd'hui, j'espère que ces élus de Seine-Saint-Denis seront élus dimanche 7 juillet pour faire en sorte que l'extrême droite, qui est aujourd'hui aux portes du pouvoir, ne fasse pas un déclin pour notre pays, quoi. Sauf que selon les sondages, le Rassemblement national est toujours favori. Est-ce que la gauche n'arrive pas à s'installer finalement comme un barrage? Écoutez, on va essayer. Pour l'instant, les élections ne sont pas faites. On verra le 30 juin et le 7 juillet prochain. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a une mobilisation quand même générale de la gauche aujourd'hui dans ce pays. Et j'espère, d'ailleurs, on voit avec le nombre d'importants de procurations qui ont été faites. J'espère qu'il y aura un engouement, j'espère qu'il y aura une mobilisation pour qu'on fasse barrage à cette extrême droite, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et pas le Rassemblement national, parce que le Rassemblement national, c'est pour rassembler tout le monde. Là, c'est pas pour rassembler tout le monde, c'est au contraire, c'est pour diviser tout le monde. Donc je pense pas qu'aujourd'hui, on soit dans cette situation, et j'appelle tous les républicains à combattre et à se mobiliser dimanche 30 juin et 7 juillet pour faire barrage à l'extrême droite. Est-ce que l'alliance avec la France insoumise au sein de la gauche est un point bloquant? On le voit dans les études, elle est même un point bloquant pour certains électeurs de gauche, et notamment du PS qui retournent vers Emmanuel Macron. Je peux l'entendre, mais aujourd'hui, vous savez, dans une alliance, il y a plusieurs formations politiques et ils se sont tombés d'accord, notamment sur le pouvoir d'achat, notamment sur les retraites, notamment sur l'économie du pays. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui permet d'avoir une coalition, qui permet de faire en sorte de pouvoir faire des propositions pour les Françaises et les Français. Donc c'est à ce titre-là. Mais c'est pas possible de le faire sans la France insoumise, cette alliance de gauche. À un moment donné, il faut raison garder. Ils ont quand même un nombre important de députés, même si moi je n'approuve pas toutes leurs idées, mais aujourd'hui, on est dans une perspective de rassemblement de la gauche, et ils en font partie. Quand j'entends certaines personnes dire que l'extrême gauche arrive au pouvoir, non, c'est pas l'extrême gauche qui arrive au pouvoir aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui risque d'arriver au pouvoir. Donc il faut relativiser et il faut appeler un chat un chat. Donc il faut, le 30 juin et le 7 juillet, voter pour l'union du Front populaire. Pour faire en sorte d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous craignez une France ingouvernable au soir du 7 juillet? Alors, moi, c'est ça ma crainte aujourd'hui. Aujourd'hui, quand j'entends que Marine Le Pen dit « ça y est, c'est gagné », faut qu'elle m'explique comment elle peut savoir que c'est gagné d'avance. Avec ses idées, je dirais, racistes, xénophobes, homophobes, tout ce que vous voulez, et qu'à partir de là, elle dit « j'ai déjà un gouvernement, je serai derrière le Premier ministre ». Mais attendez, on va où là? C'est-à-dire que les électeurs n'ont toujours pas voté, et déjà, elle prépare son gouvernement. Je trouve pas ça normal. Je trouve qu'à un moment donné, il faut attendre. Est-ce que quand elle va aux urnes, c'est pas clair de dire, voilà, si jamais on gagne, ce sera Jordan Bardella le Premier ministre, le gouvernement est prêt? Est-ce que c'est pas aussi le problème chez vous? C'est-à-dire, vous, on comprend pas très bien qui sera le Premier ministre. Alors écoutez, moi je pense qu'il faut d'abord attendre le 30 juin, d'accord, et le 7 juillet pour savoir quelle majorité sort de ces élections. Et à partir de là, il y a un programme. Et ce programme-là, il faudra aussi que le Premier ministre qui sera engagé dans ces réformes puisse être présent et opérationnel pour pouvoir mener à bien ce projet. On l'a vu dans le journal, Marine Le Pen qui met la pression sur le chef de l'État. Dans une interview au Télégramme hier, elle a dit que le titre de chef des armées était honorifique. Qu'est-ce que ça traduit pour vous? Non mais c'est du n'importe quoi. Le chef de l'État, c'est le chef de l'État. C'est une personnalité qui est reconnue dans le monde entier par les gouvernements et les présidents de l'ensemble des pays du monde. Donc je ne pense pas que ça soit... Et c'est dévalorisant pour la France. C'est ça qui est important. Je pense qu'à un moment donné, il faut que la France soit le pays, je dirais, qui a toujours été à la hauteur, qui a toujours été un pays qui a fait en sorte de pouvoir s'engager dans différentes actions. Et c'est pas en disant ça qu'on met la France à la hauteur là où on veut la mettre. On va continuer à parler de ces législatives. C'est évidemment l'actualité dans nos régions. On va voir ça grâce à nos partenaires de la presse régionale. On va à Clermont-Ferrand,
où on retrouve Gilles Lallose. Bonjour Gilles, merci beaucoup d'être avec nous, directeur des éditions du Puy-de-Dôme pour le journal La Montagne. Gilles, vous consacrez une large place à ces législatives, c'est le sujet dont tout le monde parle, mais ça peut créer quelques frictions dans les familles. Oui, tout à fait. On prend l'exemple d'une famille, justement, où ce dimanche, Bruno votera aux législatives pour le nouveau Front populaire. Et sa mère votera, elle, pour les Républicains, sa sœur pour le Rassemblement national. Ça crée quelques crispations. Bruno a tracté la semaine dernière pour le Front populaire dans le quartier où vivent sa mère et sa sœur. Il est passé les voir et, comme il le dit lui-même, c'est parti en embrouille. Monsieur le sénateur, cette campagne, plus qu'à l'ordinaire, est accompagnée de tensions dans les familles, entre amis, dans les discussions. Avez-vous ressenti cette crispation, cette ambiance particulière pour une campagne électorale? Écoutez, oui, la tension alliée. C'est vrai que vis-à-vis aussi aux médias qui ont aussi leur part de responsabilité, et je ne parle pas de Public Sénat, mais d'autres qui aujourd'hui font en sorte de mettre en avant certaines informations qui crispent, je dirais, la population. Et d'ailleurs, on le voit, que ce soit dans des chaînes concurrentes que je ne citerai pas ici, mais ils ont une part de responsabilité pour qu'il y ait, je dirais, des frictions dans l'espace familial qui permettent de plus discuter sur des projets qui sont intéressants pour la France, mais surtout sur des choses qui aujourd'hui peuvent faire en sorte d'être dans une situation de crise, notamment avec l'arrivée de l'extrême droite dans ce pays. Il y a une inquiétude sur votre territoire, dans votre département? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les habitants? Alors, il y a une inquiétude, mais après, nous, en Seine-Saint-Denis, bon, vous savez, on a une diversité multiculturelle dans ce département, et c'est vrai que la crainte qu'ils ont, c'est que c'est surtout la parole qui sera aujourd'hui bannie. C'est-à-dire qu'en gros, on pourra dire n'importe quoi, on pourra... Plus libéré, du coup, parole libérée. Plus libéré, bien sûr, plus libéré, et c'est ça, c'est cette crainte-là. Et cette crainte-là va permettre aussi d'avoir certaines... on va dire, pression vis-à-vis des territoires, et aussi le fait qu'à un moment donné, qu'il y ait des frictions dans les quartiers populaires. Donc, et c'est ça. Ça veut dire que quand Emmanuel Macron pointait un risque de guerre civile, pour vous, il se trompe ou il voit juste? Moi, je pense qu'il peut y avoir, alors peut-être pas guerre civile, mais des frictions importantes dans nos territoires, bien sûr. Jusqu'à, à mon avis, des manifestations et des débordements. Je sais pas, j'ai pas les informations aujourd'hui qui me disent que ça va exploser, mais on sent quand même que ça commence à chauffer. Et on le voit dans différentes villes dans lesquelles moi je me déplace, quoi. C'est vrai que c'est surtout ça qui remonte à la surface. C'est la peur de l'extrême droite qui arrive aujourd'hui dans ce pays. C'est surtout ça. C'est même pas le fait de dire qu'il y a la droite et la gauche. Non, non, c'est l'extrême droite. Cette peur, elle existe. Et c'est vrai que quand j'entends que certaines personnes disent ni concernant l'élection du deuxième tour, moi, ma position, elle est très claire. Je voterai pour un républicain, que ce soit quelqu'un qui vient de chez LR, quelqu'un qui vient de chez l'UDI ou quelqu'un qui vient du nouveau Front populaire. Oui, mais vous entendez ceux qui disent ça. Ils disent on votera les socialistes, les écologistes, les communistes, il n'y a pas de problème, mais pour nous, LFI, c'est plus le champ républicain. Oui, mais à un moment donné, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, le pouvoir va être peut-être pris par l'extrême droite, pas par l'extrême gauche. D'accord ? Donc, LFI, c'est une composante de la gauche, du nouveau Front populaire. Donc, à partir de là, il faut faire avec. Donc, Front républicain, je vous dis, au soir du deuxième tour, enfin, au soir du premier tour, moi, je prendrai un engagement de dire, voilà, il faut soutenir les candidats qui sont macronistes, républicains, qui soient LR, qui sont face au Rassemblement national. On va retourner voir Gilles, puisque Gilles, dans votre zone de diffusion, il y a la Corrèze et un candidat célèbre qui ne s'économise pas, François Hollande. Tout à fait. Nous revenons sur les temps forts, justement, avant cette échéance de dimanche. On revient sur les temps forts de cette campagne express, avec notamment le 15 juin, comme vous dites, jour où La Montagne a été le premier média à annoncer la candidature de François Hollande pour la députation dans la première circonscription de Corrèze. Il a justifié son choix de se présenter par le danger que représente l'extrême droite, que vous venez d'énoncer, monsieur le sénateur, et une extrême droite qui, pour l'ancien président de la République, n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Que vous inspire le fait qu'un ancien président de la République, il y en a eu d'autres avant, mais aujourd'hui, un ancien président de la République revient en politique. Qu'est-ce que ça vous inspire à ce moment-là de notre vie politique, monsieur le sénateur ? Il a toujours continué à faire de la politique depuis qu'il n'est plus président de la République, il faut le savoir, quand même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il s'engage, moi,
je soutiens son engagement dans le sens où, à un moment donné, d'avoir un député supplémentaire face à l'extrême droite, c'est une bonne chose pour le pays. D'accord ? C'est quelqu'un qui a une expérience, il a été président de la République, donc il connaît les causes et de l'extrême droite qui peut arriver demain dans ce pays, et donc il peut avoir aussi la possibilité de pouvoir faire face et d'être contradicteur par rapport à ce qui peut se passer. Et donc, moi, je peux que soutenir cette démarche. Merci Gilles. Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous. On va regarder la une de la montagne législative. Vous avez raté un épisode. C'est la question que vous posez à la une de votre journal. Et pour tout savoir, pour ceux qui ont raté un épisode, il faut lire La Montagne. Merci beaucoup. Merci Gilles Lallose d'avoir été avec nous. Il y a la législative, mais il y a aussi l'Euro. Les Français, ils sont nombreux à regarder les matchs de l'Euro. Mais est-ce qu'ils pourront suivre le championnat qui reprend à la mi-août et qui n'a toujours pas trouvé de diffuseur ? C'est la question à laquelle ont voulu répondre les sénateurs. Vincent Labrune, le patron de la Ligue, était auditionné cette semaine au Sénat. On va voir ça avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Oriane, bonjour Ahmed Lawedge. Bonjour. Quentin, dernière ligne droite pour la commission d'enquête du Sénat sur la financiarisation du foot français. Elle recevait cette semaine le patron de la Ligue de football professionnel. Voilà. Et Vincent Labrune s'est voulu rassurant, mais la situation du foot français est préoccupante. Principale inquiétude, l'attribution des droits TV de la Ligue 1. Vous en parliez, Oriane. Les négociations sont très compliquées, a reconnu le président de la LFP. Sauf que le temps presse, la saison reprend le 16 août et on ne sait toujours pas qui va diffuser les matchs. L'appel d'offres a échoué à l'automne dernier. Écoutez donc avant-hier quand Vincent Labrune a évoqué l'échec des négociations pour vendre les droits TV de la Ligue 1. On n'a pas réussi, pour l'instant, je prends ma part, bien évidemment. Je croyais qu'on fait notre maximum. C'est compliqué, mais il y a un chemin. Il y a un chemin qui sera sans doute moins bénéfique pour les clubs si on n'arrive pas au final à trouver un arrangement avec Canal+. Mais il y a un chemin qui est tout simplement celui de faire d'une contrainte théorique une opportunité en prenant notre destin entre nos mains et en essayant de créer notre propre média. Et il y a donc 2 scénarios qui sont envisagés pour ces droits. Exactement, on vient de l'entendre. Idéalement, la Ligue souhaite créer un média 100% Ligue 1, porté par la chaîne qatarienne beIN Sport et distribué exclusivement par Canal+, pour 700 millions d'euros annuels, mais Canal assure que cette procédure n'a jamais été formellement présentée, ni par la Ligue, ni par beIN. Et donc le plan B, on vient de l'entendre, ce serait de créer une chaîne de toutes pièces, distribuée par les box Bouygues, SFR ou Free, également Amazon Vidéo. L'abonnement pourrait être de 30 € pour les téléspectateurs. Vous avez des questions? Exactement. On va évoquer les autres sujets de cette audition, mais sur la diffusion des matchs, c'est très préoccupant, c'est très concernant pour les Français qui nous écoutent. Est-ce que vous êtes inquiet à 2 mois du début du championnat? Bien sûr qu'on est inquiet, surtout que le football, c'est quelque chose qui plaît aux Français. Bien sûr. On le voit dans les mobilisations, dans les clubs de foot ou dans les rencontres des matchs. Alors non, moi la question aujourd'hui, c'est que je pense qu'on a mal démarré cette opération, et notamment le président de la LFP qui, aujourd'hui, a fait en sorte d'aller vite sans regarder derrière lui. Quand je vois, par exemple, que le fonds d'investissement luxembourgeois peut signer un contrat à vie, je trouve pas ça normal. Ouais. On va en reparler. Ouais. Mais juste sur les droits... Quentin, une autre question. Non, mais sur parce que les Français, ils s'interrogent. Est-ce qu'ils pourront regarder les matchs? Ça, je peux pas, moi, vous répondre. 30 €. Non, mais 30 €. La Ligue, qui parle de 2 millions d'abonnés potentiels, c'est crédible pour regarder exclusivement des joueurs de la Ligue 1 française. Vous paieriez 30 €? Alors, moi, non, je ne paierais pas 30 €, mais vous avez quand même aujourd'hui des Français qui sont, je dirais, inquiets de ne pas regarder des matchs de foot. Et c'est vers eux qu'il faut poser la question. Mais est-ce que ça va pénaliser les classes populaires, surtout, tout à fait. qui n'auront pas les moyens? Parce qu'il y a les 30 € pour la Ligue 1, mais il y a les autres abonnements pour regarder les autres matchs. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, pour l'instant, rien n'est concret dans cette problématique. Et je vous dis, faute à la Ligue, d'avoir fait en sorte de ne pas avoir un plan B ou un plan C pour pouvoir faire en sorte que cette diffusion ait lieu. Et ça, c'est de leur responsabilité, et c'est de la responsabilité du président. Quand on sait que son salaire a été multiplié par 3, on va aussi pas ça normal aussi. Donc voilà, donc c'est ça aussi qui est inquiétant, et c'est ça qui m'embête moi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le football amateur, qui aujourd'hui est mis de côté, parce que c'est eux qui font les grands champions de demain, malheureusement, l'argent
qui arrivent n'arrivent pas vers ces clubs de foot. Vous l'avez un peu évoqué, Ahmed Lawedge, mais il y a d'autres sujets qui interrogent et qui ont été évoqués lors de cette audition. Voilà, il y a toujours ces interrogations sur l'arrivée au capital de la Ligue d'un fonds d'investissement luxembourgeois, vous en parliez, CVC, qui détient désormais 13% des recettes commerciales contre un investissement de 1,5 milliard d'euros. Les droits cédés indéfiniment, de façon illimitée, vous le disiez. CVC, donc ce fonds international basé au Luxembourg, déjà présent dans la F1, dans le rugby. Cet accord qui a été signé, on le rappelle, dans un contexte de triple crise pour le foot français, celui de la crise du Covid, l'arrêt aussi des compétitions, la débâcle de l'actionnaire Mediapro. C'est ce qui explique que la Ligue de football ait signé cet accord. On a beaucoup parlé de CVC au cours de ces auditions. Vincent Labrune a parlé d'un partenaire fiable, loyal et de long terme qui représenterait la meilleure solution financière dans l'intérêt des clubs et qui, lui, tient ses engagements. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes rassuré? Non, je ne suis pas rassuré quand vous dites qu'à un moment donné, moi je prends par exemple la Ligue espagnole. Ils ont quand même contracté un contrat avec CVC. Ils ont obtenu 2 milliards d'euros, d'accord? Et ils ont fait en sorte d'avoir 8% des revenus sur la Ligue. Et par contre, ce n'est pas à vie. C'est sur les 50 prochaines années. Donc voilà, donc déjà, de signer un contrat à vie, je trouve que c'est inquiétant. On ne sait pas ce que peut arriver demain. Vous avez parlé du Covid, mais demain, ça peut être autre chose. Donc là aussi, je pense que c'est une erreur de la Ligue d'avoir fait ça. C'est une vraie erreur. Et alors, c'est une mission sur la financiarisation du foot. On en vient à ça. Les fonds d'investissement qui investissent dans le football, de manière générale, vous trouvez ça inquiétant? Mais bien sûr, parce que quand vous savez qu'à un moment donné, que Le Havre, qui est un petit club, touche 1 million d'euros et que le Paris Saint-Germain, 200 millions d'euros. On le voit aussi, encore une fois, que le ruissellement qui peut aller vers des clubs amateurs en France n'arrive pas. C'est-à-dire qu'ils ont pin-ups. Donc là aussi, il faudra revoir cette situation pour que ces clubs-là puissent avoir la possibilité d'être financés pour pouvoir amener des amateurs d'aujourd'hui qui seront des professionnels de demain. Il y a un dernier sujet, Quentin. Oui, tout à fait. C'est la rémunération de Vincent Labrune. Vous en parliez, 1,2 million d'euros brut annuels. Écoutez ce qu'en pense le rapporteur LR de cette commission d'enquête. C'est Michel Savin. Il était hier au micro d'Alexandre Poussard. La question qui est posée, qu'est-ce qui explique la multiplication par 3 du salaire du président de la Ligue, qui est passé de 400 000 euros à 1,2 million, avec les mêmes prérogatives? J'ai évoqué aussi le parachute qui est inscrit dans les textes de la Ligue professionnelle en cas de départ volontaire ou le fait qu'il ne se représente pas à l'élection avec un bonus, s'il est calculé avec les chiffres actuels, de plus de 5 millions d'euros. Donc il s'est engagé à remettre ce sujet en délibération parce que là encore, c'est des chiffres qui surprennent beaucoup. Voilà, triplement du salaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est honteux? Bien sûr, ça me gêne beaucoup, surtout pour quand vous avez des parents qui se démènent pour emmener leurs enfants à jouer au football, de payer la licence, de pouvoir participer au sport, et qu'on voit qu'aujourd'hui, un président touche 3 fois plus son salaire. Je trouve pas ça... c'est pas un message qu'on porte réellement à la population footballistique. Mais qu'est-ce qui se joue derrière ces chiffres? C'est pour le féliciter d'avoir réussi à faire ce montage financier avec CVC? C'est une compensation, Ça, c'est la commission d'enquête qui le dira. Ouais. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais votre sentiment personnel. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce dispositif. Et je pense qu'il faut mettre un coup de balai rapidement. Et il doit renoncer à ce parachute notamment de 5 millions. Il doit peut-être renoncer à partir de la Ligue. Ah, vous appelez à sa démission? Je pense qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à avoir la solution de diffusion pour le mois d'août, c'est qu'il a échoué. Et donc s'il a échoué, il faut qu'il parte. Oui. Merci Quentin. Merci Oriane. À tout à l'heure. Tout à l'heure, on fera un grand point très pédagogique sur les élections législatives. On vous dira tout pour ne rien rater du scrutin de dimanche et du 7 juillet. Exactement, on voit ça tout à l'heure avec vous, puisqu'on continue, on va continuer nous à parler de sport. Dans un mois, début des JO, Anne Hidalgo accuse Emmanuel Macron d'avoir gâché la fête. Vous aussi? Écoutez, moi je ne vais pas dire ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est les JO, c'est les JO, les élections, c'est les élections. D'accord? Moi, l'objectif, c'est qu'à un moment donné, que la France puisse faire en sorte que ces Jeux Olympiques soient une fête pour ce pays et pour le monde entier. D'aller chercher ici ou là des phrases qui vont nuire
au pays, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que ce qui est une mobilisation, qu'il y ait une fête pour ces JO. Et que elle n'aurait pas dû dire ça, Anne Hidalgo. C'est pas, voilà, ouais, pas opportun. Je ne pense pas que ce soit le moment de le dire. Mais quand même, si toutefois il y a une instabilité politique pendant cette période, est-ce que ça peut nuire à l'événement et à la réputation de la France? Bien sûr que ça peut nuire à la réputation de la France, mais à un moment donné, les JO, ils sont là. C'est dans un mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? On éteint les lumières? Non. Donc, il y a quand même des athlètes qui se sont entraînés pendant plusieurs années pour arriver à être présents à ces JO. Donc, on balaie tout ça d'un revers de main. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut au contraire aller de l'avant, être à un moment donné derrière nos équipes de France et faire en sorte que cette fête-là soit réussie. On est prêt pour ces JO? Je pense. Alors, peut-être pas au niveau de transport. Peut-être pas. C'est le seul niveau où on n'est pas prêt. Je pense que là-dessus, on n'est pas prêt. Je pense. Transport, mais sur le reste, je pense sur l'aspect sécurité, il y a eu un travail qui a été fait. C'est pas un petit aspect, les transports, quand même. Oui, j'entends, mais... Après, voilà, je pense qu'à un moment donné, les infrastructures n'étaient pas à la hauteur. Mais vous craignez des engorgements, des impossibilités pour les Franciliens de se déplacer? Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça va être un vrai problème à régler. Sujet d'inquiétude, c'est la propreté de la Seine. Anne Hidalgo a décalé sa baignade dans la Seine, alors officiellement pour cause de législative, mais on le voit, la propreté de la Seine inquiète toujours. Maintenant, à un mois du début des épreuves, est-ce que vous pensez que les épreuves pourront se tenir? C'est aussi ma deuxième inquiétude. Mais apparemment, on met tout en place pour essayer qu'il y ait Sauf que pour le moment, les feux sont toujours pas ouverts. Tout à fait. Tout à fait. Là, par contre, ça a été une erreur de prévoir ces épreuves dans la Seine? Ça a été un défi, surtout. C'était un défi, c'était une idée. On a été trop optimiste, trop présomptueux? Voilà, je pense qu'à un moment donné, on a vu grand. Mais la France, dans les Jeux, a toujours vu grand. Donc c'est aussi là, c'est la créativité de ce pays qui fait qu'à un moment donné, on veut aller aussi de l'avant et d'essayer de trouver des idées nouvelles pour ces Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques, ils se dérouleront aussi dans votre département de Seine-Saint-Denis. Vous espérez qu'ils laissent quel héritage? J'espère déjà la piscine olympique, déjà, qui sera, on va dire, retransformée. Vous avez aussi les structures qui vont être faites dans le cadre de l'héritage des Jeux Olympiques, les infrastructures dans les différentes collectivités territoriales. Donc voilà, et puis aussi une approche, éducative face au sport, et la mise en place de moyens pour pouvoir faire en sorte que dans ce département, on fasse du sport pour l'ensemble des jeunes et des familles qui le souhaitent. Merci Ahmed Lawedge. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on parlera évidemment de ces dernières heures de la campagne des législatives. On va en parler tout de suite et on va l'analyser avec Gilles Finkelstein qui nous rejoint.